Je vais enchaîner en resituant un tout petit peu sur la question quelles compétences professionnelles, quels concours et quelle place de ce concours et quelles épreuves. Refaire aussi un tout petit point d'histoire pour rappeler sur ces dernières années, avant les IUFM aussi, comment sont recrutés et formés les enseignants. Si l'on veut devenir instituteur, on passe par les écoles normales, où on est recruté, on a d'abord été recruté niveau 3e, puis niveau bac. On voit bien qu'il y a un allongement des études qui font, je crois, que ce qu'était le brevet dans ma génération, c'est à peu près l'équivalent du bac aujourd'hui, et ce qui était notre bac, c'est aujourd'hui l'équivalent d'une licence. Je crois que ça fait partie des évolutions sociales. On entre donc à l'école normale pour 2 ans, puis 3 ans de formation professionnelle. Et le concours est un concours académique, non professionnel, qui est d'abord un super bac, puis qui est un concours sur programme. Alors on a Maupassant et Antigone, par exemple, d'Anouilh, et des questions de grammaire. Dans ce système-là, les maîtres formateurs existent et il y a des écoles d'application dans lesquelles on va voir des leçons modèles, puis la notion de modèle disparaît un peu et on va préparer des activités à mettre en œuvre dans ces classes. Pour ce qui est du second degré, comme l'a expliqué tout à l'heure François, il y a eu pendant très longtemps un système de pré-recrutement qui était les IPES et qui faisait donc, on passait un concours en début de LE2 qui était un concours purement disciplinaire mais qui dispensait ensuite de l'écrit du concours de recrutement du CAPES. On était donc recruté pendant 3 ans, on était payé pendant 3 ans comme fonctionnaire stagiaire pour se former donc au métier de professeur de collège ou de lycée. On passait le concours également des gens qui n'étaient pas passés par ce pré-recrutement et on avait une année de formation dans un CPR, Centre pédagogique régional, dont le travail était très variable selon les académies. Ça allait de 1 à 2 réunions. Les conseillers pédagogiques, chez qui on effectuait des stages de pratique accompagnée, ce qu'on appellerait aujourd'hui pratique accompagnée, étaient désignés comme de bons professeurs par les corps d'inspection. Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, les NNA existaient, donc étaient des écoles de formation professionnelle. Le pré-recrutement se faisait en fin de LE2 et les formateurs et NNA étaient recrutés par concours. Il y avait aussi un lycée d'application qui était à Toulouse, le lycée René Bonnet, et donc des conseillers pédagogiques à part entière. Et le concours était un concours académique aussi, portant seulement sur les contenus de formation. Donc quand en 1991 se mettent en place les IEFM, on a bien affaire à un modèle consécutif, où d'abord on vérifie les connaissances avant d'entrer dans un institut de formation. On a globalement des pré-recrutements. Pour le second degré, ils ont disparu avec les IPES à la fin des années 70. Et on a globalement une professionnalisation, du moins pour le premier degré et pour l'enseignement technique et professionnel. Vous voyez que le second degré a un statut moins avancé, je dirais, puisqu'il n'a pas un corps de formateurs clairement identifié, il n'a pas de lieu de stage clairement identifié, il n'a pas de pré-recrutement clairement identifié. Donc 91, la mise en place des IUFM correspond à une unification de la formation avec, bien évidemment, ce qu'on peut évaluer comme des régressions en termes de volume horaire et de durée de la formation pour le premier degré et pour l'enseignement professionnel et des avancées considérables pour le second degré. Je pense aussi que c'est à ce moment-là que la formation des CPE rejoint la formation des enseignants en étant aussi située à l'intérieur des centres des IUFM. Alors, du coup, ça donne pour le premier degré la fin du pré-recrutement, la position du concours en milieu de formation, ce qui a été très contesté par les syndicats d'enseignants du premier degré à l'époque, mais une avancée qui est un concours professionnel, puisque c'est en gros la forme du CRPE actuel. L'épreuve suppose l'analyse de production d'élèves, suppose l'analyse de documents didactiques, et donc il y a un changement des contenus de préparation au concours par rapport à la période précédente où on faisait de la littérature et des maths et où on ne s'intéressait pas à l'enseignement.
Pour le second degré, le pré-recrutement donc avait disparu. L'arrivée de l'IUFM permet un allongement de la durée de la formation et le concours ajoute aux épreuves académiques une épreuve professionnelle ou du moins une épreuve dite sur dossier dont le caractère professionnel est très variable selon les domaines disciplinaires. Du côté de l'enseignement professionnel, on a un alignement, me semble-t-il, en termes de volume horaire et de dispositif de l'enseignement professionnel sur l'enseignement secondaire long qui amène donc une diminution du temps de formation dans l'enseignement professionnel. Je rappelle quand même que dans toute cette période, les ENS, les écoles normales supérieures, continuent à pré-recruter au niveau fin de L2 de futurs fonctionnaires stagiaires, les métiers de l'enseignement étant dans les métiers visés, avec un concours qui n'est pas professionnel mais qui est académique. Donc de ces dispositifs-là, on peut tirer un certain nombre de questions qui vont orienter ensuite nos débats, comme elle a indiqué. La question aussi va se poser, alors il y a des tas de considérations politiques, économiques, etc., de l'attractivité du métier d'enseignant ou de la précarité. Il est évident que si les flux en termes de prévision pluriannuelle des recrutements ne peuvent pas être définis, on aura une disparité entre les gens formés dans les masters et les gens qui pourront être recrutés au concours. Je rappelle que jusqu'à une période très récente, le ministère de l'Éducation annonçait à l'avance sur plusieurs années quels allaient être les recrutements. On sait aussi qu'en Europe, si on prend la Belgique par exemple, un tiers des masterisés métiers de l'enseignement abandonnent dans les 3 premières années le métier. La question du pré-recrutement est également une question importante, puisque se pose là le rapport entre la provenance sociologique des enseignants et l'accès au métier. Les écoles normales permettaient à des fils de paysans, bons élèves à l'école, de devenir enseignants. On a mesuré qu'en Sicile, où la proximité entre les milieux sociaux des élèves et ceux des enseignants est la plus faible, le taux de réussite des enfants des classes populaires est meilleur. On sait que toutes les réformes ont amené un changement de l'échelle sociologique des gens qui accèdent au métier de l'enseignement. La question de l'articulation entre le diplôme de niveau d'accès et la rémunération. Ça, c'est le boulot des syndicats d'enseignants du premier et du second degré. Il est clair que le système qui a été proposé là, d'un concours avec niveau d'accès L3 et niveau de sortie M2, permet de ne pas rémunérer les gens à un niveau M2. La question de la nature des écrits des concours, doivent-ils être purement disciplinaires, académiques, ou comporter une dimension professionnelle? Plus ils sont strictement disciplinaires, plus le pré-recrutement peut être précoce. Plus ils sont professionnels, plus ils impliquent de savoir des éléments de l'ordre du professionnel. La question des stages, pratiques accompagnées, mais encadrées par qui? Par des professionnels reconnus en tant que tels ou par de bons enseignants de terrain. La question de l'alternance, de ses modalités et de ses fonctions. Et la question également des formateurs. Est-ce que être formateur, c'est une compétence particulière? Est-ce qu'il suffit d'être un bon enseignant chevronné pour être un bon tuteur et un bon formateur? Du coup, les questions qui se posent aujourd'hui, me semble-t-il, par rapport à la masterisation, doivent être mises en liaison avec la question de la professionnalisation des licences et de l'aide à l'orientation dès la licence. Et donc, il me semble que la réflexion doit porter sur le continuum licence-master. Et que donc, la place des concours de recrutement, quand on sait que le pilotage des formations se fait souvent par l'aval, justement, est une question qui permet de poser la question des compétences professionnelles et des enseignants qu'on veut obtenir.